Il y a un an sortait le premier épisode de Théorie du bonheur. En le revoyant aujourd'hui, je me dis qu'il était lent, que j'étais coincé, que je faisais n'importe quoi avec mes mains, que le décor était moche, bref, je le trouve pas terrible. Et c'est une très bonne chose, parce que ça veut dire qu'en un an, la chaîne a grandi. Probablement que dans un an encore, ce sont les épisodes que je sors maintenant que je trouverais pas terribles. Cela étant dit, je veux vraiment vous remercier pour votre indulgence et votre bienveillance envers la chaîne. On se dirige tranquillement vers les 1000 abonnés, vos commentaires sont toujours très encourageants et courtois même quand vous exprimez des désaccords avec ce que je propose, donc vraiment je m'estime très chanceux d'avoir la communauté que j'ai aujourd'hui. Comme promis, voici la vidéo FAQ des 1 an, merci également à tous d'avoir joué le jeu et d'avoir posé plein de questions. Je voudrais d'abord répondre à une qui me revient très souvent, notamment sur TikTok. Non, je ne suis pas une intelligence artificielle. Je suis un être humain parfaitement fonctionnel, avec des émotions et des... Bienvenue! Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta chaîne? Je vais pas dire que j'ai grandi avec YouTube parce que j'avais déjà 18 ans quand j'ai découvert la plateforme, mais c'est presque la même idée. J'ai suivi les Ray William Johnson, Dr Nozman, Y Penser, Joueur du Grenier pour n'en citer que quelques-uns, et j'ai toujours adoré ça. Ce qui est dingue, c'est que ces youtubeurs ont tous commencé avec infiniment moins de moyens que la plupart des productions qu'on peut voir à la télévision, et pour autant ils proposent des programmes que je trouve de bien meilleure qualité. Peut-être parce qu'ils sont vraiment passionnés par leur sujet, ou plus proches de nous, ou tout simplement qu'ils ont plus d'indépendance et de liberté. En tout cas, ils m'ont inspiré, et j'ai toujours voulu faire pareil, mais je savais pas de quoi parler. J'avais bien fait quelques tentatives d'émissions gaming, comme beaucoup de monde, mais c'est vraiment au travers de la philosophie que j'ai découvert un créneau qui me correspondait et qui me passionnait suffisamment pour m'épanouir en le faisant, et surtout, ce que je trouve très important, en ayant l'impression d'apporter quelque chose de différent et d'un peu utile à mes viewers. Qu'est-ce que ta chaîne apporte aux autres et à toi? Je suis ravi de cette question parce qu'elle me permet de clarifier un point important. Mon ambition est de proposer une approche du bonheur qui soit avant tout rationnelle, tout en étant aussi cohérente et complète que possible. Le sujet du bonheur est donc mon fil rouge, et comme on a pu le voir, il touche à énormément d'autres sujets, comme notre rapport aux autres, à la vérité, à la société, etc. Or, certains de ces sujets peuvent être très abstraits, et je veux montrer qu'on peut quand même réfléchir dessus. Je m'efforce donc de les rendre concrets au moyen de schémas, d'exemples, de petites blagues un peu nulles aussi parfois. Ça permet qu'à chaque fois que je donne mon avis sur un sujet, je le justifie au maximum, en démontrant pourquoi j'ai cet avis. Mais ce que je souhaite, c'est pas que les gens adoptent aveuglément mon avis. C'est plutôt qu'eux-mêmes développent ou complètent leurs propres réflexions sur ces sujets. Et comme certains points reposent sur du subjectif, alors nécessairement, ils seront pas toujours d'accord avec tout ce que je dis, et c'est bien normal. Dans ces cas-là, d'ailleurs, je suis ravi lorsque vous vous exprimez en commentaire, parce que c'est là que la chaîne m'apporte quelque chose à moi. Vos perspectives enrichissent ma réflexion, qu'elles soient complémentaires ou carrément opposées aux miennes. Parfois, elles confirment mes positions, parfois elles me mettent face à des nuances ou à des contradictions auxquelles j'avais pas forcément pensé. Dans les deux cas, ça me permet de grandir et d'évoluer. Quel est ton objectif à court, moyen et long terme par rapport à la chaîne? Si on parle en termes de nombre d'abonnés, en vrai, y a pas de limite, j'aimerais qu'elle soit aussi connue et suivie que possible. D'une part, ça voudrait dire qu'elle est utile à beaucoup de monde, d'autre part, ça donnerait lieu à beaucoup plus d'échanges dans les commentaires des épisodes, avec notamment des gens qui partagent leur expérience personnelle, les difficultés qu'ils rencontrent, ou qui proposent des conseils et des connaissances utiles. Tenez par exemple, la plupart du temps dans mes épisodes, quand je recommande un truc, je donne un exemple pour expliquer. Sauf qu'évidemment, mes recommandations s'appliquent à plein d'autres situations, et pas seulement à l'exemple précis que je donne. Or, il peut être difficile de reconnaître ces situations. Donc quand les gens en proposent en commentaire en donnant des exemples à eux, bah rien que ça enrichit le contenu, et ça peut être utile à tout le monde. Ces vidéos sont issues de ton livre. Quelle a été ta démarche de recherche, de préparation à l'écriture de ton livre? Livre, conférences, films, etc. Alors oui, pour expliquer, Théorie du bonheur était à la base un essai de philo, que j'écrivais pour moi-même initialement et que j'ai fini par publier. J'ai bien sûr puisé beaucoup d'inspiration dans des conférences, des TED Talks, des films, des jeux vidéo même qui m'ont marqué et dont j'ai tiré des leçons de vie importantes, mais vraiment le matériau de base du livre, c'est la lecture d'œuvres philosophiques classiques. En fait, je lis énormément sur Kindle parce que j'ai longtemps beaucoup voyagé et que c'est quand même plus pratique que de se trimballer une bibliothèque sur soi. Or, il y a une fonctionnalité qui permet de surligner les passages qu'on trouve intéressants dans les bouquins. Et donc j'ai pris l'habitude de surligner les idées qui me convainquaient au fur et à mesure. Avec le temps, j'ai développé une certaine frustration parce que quel que soit l'auteur que je lisais, j'étais d'accord avec certaines de ses idées, mais jamais avec toutes. Et surtout, elles sont pas toujours rigoureusement démontrées. Assez souvent, elles sont posées là sans explication, voire carrément noyées dans des métaphores obscures. Un jour, j'ai exporté toutes les idées que j'avais surlignées chez différents auteurs d'époques et de géographies variées, et je me suis fixé d'en écrire une synthèse tout en les réagençant dans un plan articulé autour de mon fameux fil rouge qui est la poursuite du bonheur. Ça m'a pris 8 bons mois, à l'issue desquels j'ai sorti un bouquin de 400 pages. Alors très honnêtement, le livre est très compact, assez difficile à lire, et en ça j'aurais d'ailleurs tendance à pas trop vous le recommander. Mais c'est à la suite de ça que j'ai voulu le transcrire dans un format plus plaisant, mieux illustré et facile à comprendre, et c'est comme ça qu'est née la chaîne YouTube. Quels sont les livres que tu nous suggères de lire, soit en lien avec la théorie du bonheur ou dans une autre sphère qui te passionne? Il y en a beaucoup que je pourrais vous recommander, et ça dépend des goûts de chacun. Je vais essayer d'en proposer qui peuvent intéresser un peu tout le monde, parmi ce que j'ai pu lire de pas trop long et de facile d'accès. Et on va commencer par ma référence, le premier bouquin qui m'a fait aimer la philo,
de la vie heureuse par Sénèque. Celui-là, je l'ai découvert à 17 ans, il était au programme des concours en prépa, et quand je l'ai ouvert, j'ai eu l'impression qu'on y avait résumé tout un tas de pensées que j'avais mais que j'avais jamais formulées quant à la manière de rechercher le bonheur. Alors bien sûr, je suis pas d'accord avec tout, mais Sénèque est encore aujourd'hui de très loin mon auteur préféré. De lui, je recommande aussi De la colère, qui peut vous apaiser en particulier si vous êtes à cran contre la société dans laquelle on vit, ce que je peux comprendre, et De la brièveté de la vie, qui parle de la manière dont on emploie notre temps. Dans le même registre, il y a encore le manuel d'Épictète qui résume très bien la pensée stoïcienne à laquelle Épictète et Sénèque sont rattachés. Je le trouve un peu moins facile d'accès, mais il a l'avantage d'être très court et très synthétique. En gros, il faut le lire en étant bien concentré. Aussi, dans Théorie du bonheur, je courage souvent au pragmatisme dans nos prises de décision. Là, j'ai deux bouquins en particulier qui me viennent en tête, Le Prince de Machiavel et L'Art de la guerre de Sun Tzu, qui vous donneront une bonne idée d'à quoi peut ressembler ce pragmatisme. Je recommande aussi beaucoup d'exercer un jugement objectif, libéré de nos biais cognitifs, des tentatives de manipulation et aussi de nos croyances. Pour nos biais cognitifs, il y a Homo sapiens de Yuval Noah Harari, qui est un petit peu long mais qui explique d'où nous viennent ces biais, ce qui nous permet de mieux les comprendre. Pour la manipulation, on peut lire L'art d'avoir toujours raison d'Arthur Schopenhauer, d'abord parce qu'il a un prénom stylé, mais surtout parce qu'il apprend à nous défendre contre les arguments bidons et les sophismes qu'on entend chaque jour sur les plateaux télé. Et pour les croyances, il y a l'excellent Pour en finir avec Dieu de Richard Dawkins, mon coup de cœur de cette année, qui est selon moi le réquisitoire ultime et imbattable contre toutes les religions. Dans la veine scientifique, pour nous intéresser à notre univers, je recommande Une belle histoire du temps de Stephen Hawking. J'aime aussi beaucoup la science-fiction parce qu'elle imagine des façons dont notre société pourrait évoluer qui nous renvoient aux décisions que nous prenons aujourd'hui. Là, j'ai deux références à proposer. Le cycle des robots d'Isaac Asimov, qui est un génie en termes d'anticipation. Le mec a écrit à propos de l'intelligence artificielle dès les années 40, et il tombe plutôt juste. Génie. Et pour reboucler sur le thème du bonheur, il y a bien sûr Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Ça, c'est toujours une valeur sûre. Avec quel philosophe as-tu été le plus en désaccord? Pascal. Plus spécifiquement les pensées de Pascal, où il prétend défendre la foi et la religion, chrétienne tant qu'à faire, au moyen de la logique et du raisonnement. Au-delà de mon désaccord avec lui, j'ai surtout trouvé ça triste, parce qu'autant le mec était mathématicien à la base, autant en le lisant, je me suis sérieusement demandé si le pauvre homme avait encore la lumière à tous les étages au moment d'écrire. Il enchaîne les fautes de logique flagrantes, les preuves complètement bidons, les pétitions de principe, il passe son temps à se contredire, et c'est aussi là-dedans qu'il a pondu le fameux pari de Pascal, qui est une sommité de stupidité et d'hypocrisie. Et ça d'ailleurs, on en reparlera dans un prochain épisode. Alors après, ça peut s'expliquer, d'abord parce qu'il a écrit les pensées en toute fin de vie, ensuite parce que l'œuvre finale est en partie un assemblage de ses notes qui ont été retrouvées après sa mort. C'est assez amusant d'ailleurs parce que j'en lisais une version annotée par d'autres penseurs du temps de Pascal, notamment Voltaire, et Voltaire le clash, mais d'une force. Alors c'est joli, parce que c'est du clash en mode « Oh Pascal, quelle déchéance s'est emparée de ton brillant esprit pour qu'en sortent de telles inepties ?» Mais en vrai, je pense que c'est ça. Pour avoir écrit ce qu'il a écrit, je pense que le malheureux devait être sénile. Pour l'anniversaire de la chaîne, ce serait génial que tu synthétises une espèce de guide reprenant les grandes idées, les 12 commandements du bonheur. Bon, ça peut tendre vers du principalisme, mais tu vas trouver une solution. Yes, c'est une super idée de faire un bilan de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. On est parti de la définition du bonheur. J'ai dit que c'est un état conscient, indépendant des circonstances et pleinement satisfaisant. J'ai aussi dit qu'il s'agit d'un état idéal, dont on cherche à s'approcher le plus possible. Afin de manœuvrer dans cette direction, on a besoin de comprendre la réalité qui nous entoure, c'est ce que j'appelle la vérité objective. Il nous faut donc, pour l'appréhender, exercer notre raisonnement et notre jugement de la manière la plus objective possible. Ça implique qu'on surmonte nos émotions, nos biais cognitifs et nos croyances qui entravent notre réflexion. Puis on a vu que pour évoluer dans la direction de notre bonheur, il nous faut agir. J'ai donc proposé des méthodes pour décider nos actions et les exécuter efficacement. À ce propos, on a aussi vu qu'il nous faut savoir composer avec les autres, en maîtrisant notre communication avec eux sans leur permettre de nous induire en erreur. Et nos actions dépendant aussi de nos forces et de nos faiblesses, j'ai conseillé d'en prendre conscience et de toujours chercher à dépasser nos limites. De plus, la vie n'ayant aucune raison d'avoir un sens prédéfini, nous sommes libres de nous en choisir un pour nous-mêmes, j'ai donc proposé de nous fixer pour but dans la vie d'être heureux, et montrer que ça implique de prendre des responsabilités envers nous-mêmes qu'il faut assumer pleinement. J'ai ensuite expliqué les rôles que la bienveillance et l'amitié jouent dans notre bonheur, et comment les appréhender. Et on s'est arrêté là, sans compter les épisodes bonus et les lives. Du coup, s'il fallait résumer tout ça en quelques commandements, ou comme je préfère le dire en quelques objectifs, je peux proposer cette liste-ci. Voilà, je vous laisse faire pause pour la parcourir tranquillement. Et si d'ailleurs vous voulez m'en proposer une meilleure, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Bon, en plus ça fait une liste de 9, c'est plutôt moche, mais rappelez-vous que c'est que ce qu'on a vu jusqu'à présent. On n'en est encore qu'au quart du programme tel que je l'avais décrit dans l'épisode bonus 1, donc il faudra encore largement compléter cette liste. Que penses-tu de la surinterprétation et de l'expression se prendre la tête ? On m'a très souvent reproché de trop me prendre la tête, et aujourd'hui je dirais que cette critique peut être comprise de 3 manières possibles. La première, c'est quand on nous reproche de nous poser des questions que la plupart des gens ne se posent pas. Ça, c'est un reproche parfaitement idiot.
Les questions qui nous viennent spontanément à l'esprit, on peut pas les en empêcher. T'ouvres un robinet, il en sort de l'eau, tu te demandes comment elle est arrivée jusqu'à toi, tu peux pas te le dédemander. D'ailleurs, c'est loin d'être un défaut de se poser des questions, c'est même au contraire une très grande qualité. On appelle ça de la curiosité, et c'est très sain, ça stimule notre réflexion, ça nous encourage à aller chercher des réponses, et ça développe notre connaissance. Beaucoup nous la reprochent parce qu'en posant ces questions, d'une, on met en évidence le fait qu'eux-mêmes n'y ont pas pensé, de deux, on risque de remettre en cause certaines de leurs certitudes un peu confortables dans lesquelles ils se sont réfugiés. Dans tous les cas, il ne faut surtout pas laisser ces gens-là nous brider. La deuxième manière de comprendre cette critique, qui est plus valable, c'est si on nous reproche de pas accepter de pas avoir la réponse à une question, et donc de passer beaucoup trop de temps à vouloir la résoudre, alors qu'on se fout un peu de la réponse et qu'on a d'autres questions bien plus urgentes à régler. Si j'essaie de trouver le coupable d'un meurtre, et que je focalise toute mon attention à me demander pourquoi la victime écoutait de la country plutôt que du métal, bah ça va, l'assassin devrait pas trop avoir de soucis à se faire. Enfin, la troisième manière de comprendre cette critique, c'est si on nous reproche de ne pas nous satisfaire d'une réponse existante à une question alors qu'elle convient très bien, et de vouloir à tout prix aller en trouver une autre. Et là, on tombe en effet dans ce qu'on appelle la surinterprétation. L'exemple un peu caricatural, c'est celui du psychanalyste fou qui t'explique que si tu préfères les bananes aux mangues, c'est parce que la forme du fruit te ramène à je sais pas trop quel délire sexuel, alors que non, c'est juste qu'en fait tu préfères l'arôme de la banane à celui de la mangue. Point. Il faut savoir arrêter sa réflexion quand on tient une réponse satisfaisante à nos questions, au lieu d'inventer n'importe quoi. Du coup, est-ce que cette critique est valable? Là, je dirais qu'il faut voir au cas par cas. Parce que j'ai aussi l'impression que beaucoup de gens appellent surinterprétation le simple fait de réfléchir, assez souvent par fainéantise. Dès qu'ils trouvent un truc un peu compliqué, ça y est, c'est de la surinterprétation. Mais pour qu'il y ait surinterprétation, il faut déjà qu'il y ait interprétation. Et quand je vois des gens capables de se rendre malheureux parce qu'ils réfléchissent pas assez aux conséquences de leurs actions, bah je me dis que ce qui leur arrive résulte peut-être de leur sous-interprétation. Tiens, bah ça tombe bien, je me demandais, quelles études as-tu faites? J'ai fait un bac S, après quoi je suis entré en prépa scientifique, contre l'avis de ma prof de maths d'ailleurs, qui pensait que j'étais trop nul pour ça. Maths sup, maths spé, puis j'ai passé les concours et été admis à l'Institut National Polytechnique de Grenoble, à l'ENSERG, qui s'appelle maintenant FELMA. Fait amusant d'ailleurs, il y avait une épreuve de philosophie au concours, et même si son coefficient est très faible, c'est ma note de philo qui m'a permis de faire la différence. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur spécialisé en électronique, après quoi j'ai plus jamais fait d'électronique de ma vie. J'ai bossé 5 ans comme chef de projet en industrie graphique, où je suis tombé complètement par hasard. Puis j'ai voulu compléter mes compétences qui étaient principalement scientifiques pour y ajouter des compétences commerciales. Du coup, j'ai quitté mon boulot, j'ai eu la très grande chance d'être admis à HEC pour y faire un MBA, et j'en ai aussi profité pour faire un échange à la New York University Stern. Après quoi, j'ai rebossé 5 ans comme directeur commercial dans l'informatique, pendant lesquels j'ai beaucoup voyagé, notamment aux US, au Royaume-Uni, en Suisse et en Inde. Bref, dans l'ensemble, vous remarquerez, pas grand chose à voir avec de la philo. Cela dit, il me semble qu'à travers mon parcours scientifique, j'ai surtout acquis une compréhension de la manière dont le monde fonctionne, et à travers mon parcours commercial, une compréhension de la manière dont les humains et la société fonctionnent. Et je pense que ces deux compréhensions me sont nécessaires pour écrire Théorie du bonheur. Elles permettent que mes recommandations ne soient pas complètement abstraites, mais au contraire bien appuyées sur de l'expérience de vie réelle. Est-ce que la chaîne est ton activité principale? As-tu d'autres activités? J'ai quitté mon dernier emploi et on peut maintenant dire que la chaîne est mon activité principale dans le sens où c'est ce qui me prend le plus de temps. Cela dit, en parallèle, je suis également acteur et voix off pour des films sur de la fiction, de la publicité ou de la communication, et j'interviens aussi en entreprise pour donner des formations sur le thème du bonheur qui reprennent pour beaucoup le contenu de la chaîne. Encore que pour l'instant, je dois attendre que la situation sanitaire permette qu'on se rassemble de nouveau dans une salle pour que je puisse donner ces formations. On me l'a souvent suggéré, mais sauf cas très exceptionnel, je fais pas de coaching individuel. D'abord parce que je m'y sens pas forcément légitime, sachant qu'il y a déjà bien assez de gens du développement personnel qui vendent ce genre de service. Ensuite parce que je pense que ma valeur ajoutée est plus intéressante en entreprise, là où je peux apporter une vision qui concilie réellement philosophie et réalité du terrain, parce que cette réalité du terrain, justement, je la connais. Autrement, je fais aussi parfois des missions de conseil, mais ça c'est un peu plus rare. Quelles sont tes passions et où ce que t'aimes faire dans la vie? En dehors de la philo, de la réalisation vidéo et de l'acting, j'ai encore un certain nombre de passions. Je participe chaque année au championnat du monde FISMaster de ski alpin avec ma famille, en slalom, slalom géant et super G. C'est une compétition qui se déroule sur une série de courses qui ont lieu tout au long de l'hiver dans différents pays, et où on a l'habitude de se retrouver à chaque fois avec des participants de plein de nationalités différentes, et il y a une super ambiance. J'en profite d'ailleurs pour saluer l'équipe de France, dont certains membres suivent la chaîne depuis ses tout débuts et la soutiennent. J'aime beaucoup les jeux vidéo, comme peut le laisser penser mon décor. En ce moment, je suis en train de poncer le remake de FF7. Les jeux de société également, je suis d'ailleurs MJ sur une campagne de jeux de rôle sur table que je fais avec des amis qui se reconnaîtront et à qui j'envoie de gros bisous. Je fais aussi du développement d'applications pour smartphone, par plaisir. À une époque, je m'étais même chauffé pour publier un jeu vidéo entièrement codé avec mes petits doigts, et ça s'appelait Turo Golf, parce que c'est un jeu de golf, et que depuis l'école d'ingénieur, pas mal de mes amis m'appellent Turo.
Voilà, grosse inspi sur le nom. Malheureusement, vous le trouverez plus dans les App Store parce que j'en ai discontinué la maintenance sur iOS et Android, mais c'était un petit projet très sympa. Je m'intéresse aussi beaucoup à la science de manière générale, pour laquelle j'entretiens encore beaucoup de curiosité, la science-fiction aussi, que je mentionnais un peu plus tôt, mais surtout, et c'est le plus important, j'aime passer du temps avec mes amis, organiser avec eux des soirées et des événements, et leur servir des cocktails dont moi seul est le secret. J'ai d'ailleurs vachement hâte que la situation sanitaire s'améliore, parce que je dois dire que c'est vraiment ce qui m'a le plus manqué au cours de l'année passée. Comment montes-tu tes vidéos ? Je prends l'image avec mon vieux mais fidèle Samsung Galaxy S8 que je peux pas vous montrer parce qu'il est présentement en train de me filmer, et j'enregistre le son séparément avec mon non moins vieux mais non moins fidèle Canon WM-V1 qui bazarde le signal vers Audacity. Je traite ma prise audio sous Audacity avec une suppression de bruit, une compression, une limitation puis une normalisation à 0 décibel, et je la synchronise avec ma prise vidéo sous Adobe Premiere avant de faire mon découpage. Pour les visuels, j'ai une ruse qui me permet de les sortir rapidement, en fait je les fais sous PowerPoint. J'enregistre le PowerPoint au format JPEG, ce qui me le sort sous la forme d'une succession d'images. J'importe ces images dans Adobe Premiere, et là je les cale sur le son. Il me reste alors plus qu'à ajouter la musique, les écrans titres et les extraits vidéo, et le tour est joué. L'avantage de cette méthode, c'est que je la maîtrise bien et qu'elle me permet de sortir mes vidéos rapidement. Enfin, relativement rapidement, hein. Pour un bonhomme tout seul, c'est plutôt rapide. Le désavantage, c'est qu'objectivement, mes visuels pourraient être plus jolis si je les faisais autrement que sous PowerPoint. Mais bon, c'est pour ce compromis que j'ai opté, un peu entre vitesse et esthétique. Comment parviens-tu à garder des cheveux aussi soyeux et bien peignés en toutes circonstances ? J'y applique une substance cosmétique sous forme de crème liquide aux propriétés tensioactives, dont le secret remonte à l'Égypte ancienne et fut depuis maintes et maintes fois amélioré au moyen de divers procédés industriaux-chimiques. Ouais, du shampoing, quoi. Ouais, du shampoing. Je me demande si tu comptes t'attaquer à la religion dans la théorie du bonheur. Si oui, tu connais le mouvement QAnon ? Une opinion sur le sujet ? On ne compte plus les familles déchirées par ce nouvel extrémisme, j'en connais moi-même. Lorsqu'on abordera le chapitre sur l'univers, je ferai des épisodes dédiés à nos croyances, qu'il s'agisse de simples superstitions ou des religions en général. Et là, clairement, je préfère prévenir, je ferai pas de prisonnier. J'y expliquerai pourquoi toute forme de croyance est une destruction de connaissances, en quoi elle résulte principalement de nos peurs et de nos biais cognitifs, et pourquoi les religions, qui sont des entreprises humaines visant à exploiter les croyances du plus grand nombre, devraient être reléguées au rang de mythologie. Elles arrêteraient ainsi de saccager l'humanité comme elles l'ont toujours fait, c'est-à-dire infiniment plus qu'elles n'y ont contribué. Aussi surprenant que ça puisse paraître, à une époque de ma vie j'étais très croyant. Il faut dire que j'ai reçu une éducation religieuse de bout en bout, et ça m'a pris un gros travail sur moi pour parvenir à m'en détacher et arriver à ces conclusions. L'avantage de ça, c'est que j'y ai profondément réfléchi, et donc je parle en connaissance de cause. Concernant QAnon, alors déjà pour expliquer, il s'agit d'un mouvement conspirationniste aux États-Unis, basé sur des affirmations complètement délirantes postées sur le forum 4chan depuis fin 2017 environ. Du fait de son instrumentalisation par de nombreux politiques dont Trump lui-même, le mouvement a pris des proportions complètement déconnantes, au point de devenir une véritable secte, incitant ses membres à mener des actions violentes voire terroristes sur le sol américain. En réalité, c'est le même principe que pour toutes les sectes, c'est-à-dire qu'elles séduisent leurs membres en leur racontant une narration alternative de la réalité, qui leur est bien plus agréable à entendre que la vérité et qui leur offre une réponse facile et évidente à leurs difficultés, et surtout à leurs peurs. Le tout en culpabilisant et en menaçant ceux qui n'y adhèrent pas, soit par la perspective de souffrance éternelle dans l'au-delà, soit plus simplement en ayant recours à la violence. C'est évidemment un chantage odieux, et c'est aussi pour ça que je m'oppose aux discours selon lesquels la vérité serait subjective, justement parce qu'ils ouvrent la porte à ce genre de manipulation. Pour combattre ces mouvements, de même que les sectes, je vois que deux solutions. La première serait de les interdire autoritairement et de les censurer. Ça, j'y suis défavorable. D'abord parce que ça coûte cher à mettre en place. Ensuite parce que, comme on l'a vu, c'est inefficace et ça leur donne au contraire plus de crédibilité par effet Flamby ou par effet Streisand si vous préférez. La seconde solution, que je préfère, étant de suffisamment éduquer les individus pour qu'ils soient eux-mêmes capables de se défendre contre ce genre de manipulation. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais en premier ? Bah écoute, je vais rebondir un peu sur ce que j'ai dit juste avant. Ce serait facile de souhaiter la paix dans le monde, mais il faut réfléchir à ce qu'elle requiert, sinon elle tiendrait pas longtemps. Donc je pense que je souhaiterais pour les individus qu'ils soient mieux capables de rationalité et d'esprit critique. Qu'ils sachent surmonter leurs biais cognitifs, leurs émotions, leurs croyances et la manipulation. Sans pour autant renoncer à notre irrationnel, parce que c'est aussi une source de richesse, mais en ne le laissant plus nous tromper. Alors évidemment, dans la vraie vie, il n'existe pas de baguette magique, et parvenir à un tel résultat demande énormément de temps et d'efforts. Il faudrait adapter notre éducation, je m'étais notamment dit favorable à la mise en place d'un cours d'esprit critique dès le collège comme matière à part entière, et il faudrait aussi la réenseigner à de nombreux adultes en difficulté dans ce domaine. J'aimerais penser qu'on progresse dans ce sens. Malheureusement, en ce moment, il semble plutôt qu'on soit en train de se précipiter dans la direction opposée. Du fait de la dégradation flagrante de notre éducation et de notre culture, notre société devient de plus en plus complaisante. Et en dépit de nos progrès scientifiques et technologiques, je crains qu'on aboutisse à une nouvelle période d'obscurantisme. Personnellement, je veux me battre contre ça, ne serait-ce qu'à ma petite échelle. Et je pense que c'est aussi un peu une des raisons d'être de cette chaîne.
Bon, je pense que pour une première vidéo FAQ, c'est déjà très complet. Je propose de nous arrêter là. Encore un très grand merci à tous de m'avoir proposé toutes ces questions. J'ai trouvé cet exercice plus difficile que prévu. Vous m'avez pas mal poussé dans mes raisonnements sur certains points, et je suis très content de l'avoir fait. Pour être honnête, j'ai aussi eu peur que cette vidéo soit trop longue, ennuyeuse ou nombriliste, et j'ai aussi voulu adapter l'écriture pour éviter ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment je m'en suis sorti. De manière générale, continuez à me partager vos remarques sur les épisodes, j'y suis très attentif et elles me sont super utiles pour progresser. Bien sûr, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai soit à l'écrit, soit dans une vidéo bonus, ou tout simplement dans une prochaine FAQ. Voilà, c'est tout pour moi. Encore un immense merci pour votre soutien. Comme d'habitude, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.